Je vais faire les présentations pendant que l'ordinateur s'installe. Alors, la prochaine conférence, vous voyez le titre derrière moi, donc 20 milieux sous le fleuve, un autre regard sur le fond du Saint-Laurent. Alors, ce sera une conférence qui nous amènera dans le cadre du projet Osirisk, financé par le réseau Québec Maritime, un projet qui vise à réaliser une modélisation hydrodynamique de l'estuaire fluvial du Saint-Laurent et à anticiper les besoins des individus, des populations et des collectivités riveraines dans le contexte des inondations côtières. Et la section qui est examinée du fleuve est extrêmement complexe d'un point de vue hydrodynamique et paradoxalement peu documentée. Alors, c'est ce qu'on va explorer au fil de la prochaine demi-heure en compagnie de deux conférenciers-conférencières. Tout d'abord, Sylvie Daniel, qui compte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du géospatial et de l'hydrospatial, durant lesquels elle a dirigé et géré des projets d'R&D d'envergure internationale, notamment dans l'industrie. Elle est à l'Université Laval depuis 2004, où elle est maintenant professeure titulaire au département de sciences géomatiques. Elle va travailler tout particulièrement sur l'acquisition de données, le traitement d'images, l'intelligence artificielle, la modélisation 3D, la fusion de données, la réalité augmentée et plus. Elle présentera conjointement avec William Ney-Cassel, qui est diplômé en ingénierie cartographique et d'arpentage en 2016 à l'Université fédérale du Panama. Il s'est spécialisé par la suite avec un master en sciences géomatiques en 2018 à l'Université Laval dans l'incertitude LIDAR. Et en 2022, il a obtenu un doctorat en sciences géomatiques également à l'Université Laval en travaillant sur l'incertitude des données bathymétriques, la segmentation et la caractérisation des dunes sous-marines. Alors, c'est un plaisir de les avoir avec nous pour cette conférence et je les invite à me rejoindre à l'avant. Merci Raymond, bonjour à tous. Donc, en ce vendredi fou, voilà, nous allons faire plus de folie. On va plonger dans le fond du fleuve, mais on va regarder les pieds au sec, c'est toujours plus intéressant. Donc la présentation qu'on vous propose cet après-midi est liée au projet de recherche Osirisk. Osirisk qui vise à modéliser l'inondation et les risques d'inondation associés notamment à Québec. C'est un projet de recherche qui est multi-institution, donc c'est un projet qui implique l'INRS, l'Université Laval, l'UQAR, l'UQAM. C'est aussi un projet qui implique la communauté métropolitaine de Québec et le financement a été obtenu auprès du réseau Québec Maritime dans le cadre de son programme Odyssée Saint-Laurent. Donc pourquoi ce projet de recherche? Si vous regardez un petit peu la photo du port de Québec, c'est les plus belles journées, là c'est attrayant. Mais il arrive aussi que le port de Québec, ce soit ça, et donc il y a une montée des eaux, un débordement, et donc des inondations. Donc l'idée du projet en lui-même, c'est d'essayer de pouvoir anticiper ces risques d'inondation et de pouvoir justement les prévenir le plus rapidement possible. Donc pour ça, il faut prendre en compte tous les phénomènes qui peuvent influencer cette inondation, la marée, le vent, les conditions atmosphériques. Donc pour faire ce genre de travail-là, en général, on utilise ce qu'on appelle un modèle hydrodynamique. Donc vous avez une petite animation ici qui vous montre le principe. Donc on a un phénomène, des facteurs qui vont influencer le mouvement de l'eau. Dans l'animation ici, vous avez un glissement de terrain. Et donc on souhaite modéliser tous les impacts que ce glissement de terrain va avoir sur le mouvement de l'eau. Donc pour faire ce genre de choses, en général, on a besoin de disposer d'une modélisation 3D de l'environnement au sein de duquel on va essayer de faire la simulation. Donc dans notre cas, on s'intéresse au fleuve, on s'intéresse à la région de Québec. Donc pour nous, l'objectif c'était d'obtenir une modélisation 3D du fleuve. Et donc c'est à cet effet-là qu'on a organisé entre autres des levées cet été, des levées hydrographiques qui vont vous être présentées dans la deuxième partie par William. Donc si on s'intéresse aux levées hydrographiques, on va essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne des levées hydrographiques pour mieux comprendre les données que William va vous présenter. Alors il n'y a pas si longtemps que ça, quand même quelques années, une centaine d'années, les levées hydrographiques c'était assez rudimentaire. Puis ça vous est reconstitué ici par la petite vidéo qui a été réalisée par le service hydrographique et océanographique de la marine en France, le CHOM. Donc on espère que ça démarre. Paré pour la sauce. Paré. La brame partout. Tour de Flora. Il NF. 83 degrés, 15 minutes. 83 degrés, 15 minutes. 22 pieds. 22 pieds. Sable baveux. Sable baveux. L'ingénieur hydrographe mesure avec son cercle les angles formés
par 3 points sur la côte, bien visibles du large. Il trace 2 cercles, l'un passant par A et B, le deuxième par A et C. À l'intersection des 2 cercles se trouve le point qu'il reporte ensuite précisément sur la carte qu'il a dressée. Il ne suffit pas de mesurer le fond de la mer à l'aide de la sonde. Il faut ensuite calculer la différence qu'il y aura entre la valeur qu'on obtient et le niveau de la mer en fonction de la marée. Donc depuis, ça s'est un petit peu modernisé. On a un petit peu moins de monde qui sont impliqués et un petit peu plus de capteurs. Donc vous avez ici une vue synthétique un petit peu de ce qui intervient au moment des levées hydrographiques. Donc on va retrouver l'embarcation, ça c'est commun, et puis on va utiliser différents capteurs, donc le capteur GNSS pour se positionner sur l'eau, c'est important, on est en déplacement, on veut suivre ce déplacement. On va avoir accès à ce qu'on appelle une centrale inertiale qui va mesurer les mouvements de l'embarcation. Puis on va avoir accès à un sonar, un sondeur multifaisceau qui, lui, va réaliser la mesure bathymétrique de profondeur de l'eau. Puis ce sonar-là a besoin aussi de connaître la vitesse du son dans l'eau. Donc si on regarde un tout petit peu plus en détail comment ça fonctionne, au point de départ, l'embarcation. Donc ici, c'est le Louet de Mont-Hamelin qu'on a aussi utilisé cet été pour nos levées. Donc on retrouve le positionnement de nos antennes GPS sur l'embarcation et également le sondeur qui était sur le côté de l'embarcation pour aller mesurer la profondeur. Puis on a un petit repère ici que vous retrouverez tout à l'heure dans la numérisation 3D de l'embarcation que je vais vous proposer. Donc on commence par le positionnement d'embarcation, c'est vraiment ça qui a contribué à la modernisation de l'hydrographie, la capacité de mesurer le positionnement de l'embarcation sur l'eau au moment où il se déplace. On a généralement 2 récepteurs en jeu dans ce contexte-là, un à bord de l'embarcation et un à terre qui va nous donner la capacité d'aller chercher un positionnement plus précis parce que plus stable. Donc le principe reste le même que les récepteurs que vous utilisez dans vos téléphones. On va aller chercher de la mesure qui nous vient d'une constellation satellite. Deuxième aspect qui rentre en ligne de compte, le mouvement du bateau, qui est mesuré avec cette centrale inertielle. Donc là aussi c'est important parce que sur l'eau, il y a énormément de mouvements, donc le bateau s'enfonce dans l'eau, il va subir du roulis, du tangage, du lacet. Donc si on veut connaître précisément dans quelle direction l'onde acoustique du sonar a été envoyée, il est nécessaire de faire toutes ces mesures de mouvement de l'embarcation. On arrive ensuite au sonar lui-même, donc le sondeur acoustique. Comment ça fonctionne? C'est un système qui a une antenne émettrice qui envoie du son en direction du fond, puis ensuite qui va écouter ce qui revient tout en formant l'ensemble des petits faisceaux que vous voyez sous forme de faisceaux violets dans l'animation. Donc pour chacun d'eux, on va mesurer le temps de trajet aller-retour de l'onde acoustique. Comme on mesure un temps de trajet, il est important de disposer de la vitesse de l'onde acoustique et c'est pour ça qu'on doit aller chercher cette vitesse-là également lors des levées. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un nuage de points et pour chacun des points, on va avoir une coordonnée 3D géoréférencée du positionnement du point d'impact de l'onde acoustique sur le fond. Donc c'est ces données-là que William a récupérées et qui va vous présenter justement tout de suite. Donc, petite vue de la numérisation 3D de l'embarcation. Donc on a obtenu cette numérisation-là avec un système LIDAR. Donc on est allé obtenir une vue 3D complète de l'embarcation. Donc vous allez retrouver les principaux capteurs que je vous ai présentés tout de suite. Donc le sonar, puis vous allez voir également le positionnement des antennes GPS et de la centrale inertielle. Pourquoi c'est important de disposer de cette représentation 3D et du positionnement de tous les capteurs? Parce qu'il faut les faire communiquer. On mesure d'un côté le positionnement, à un autre endroit de l'embarcation on mesure avec le sonar. Il faut mettre toutes ces données-là en commun. Donc au préalable, il faut faire ce qu'on appelle une calibration, mesurer l'ensemble des capteurs, les positionner au sein de l'embarcation par rapport à un point de référence et ensuite on va être capable de mettre toutes ces données-là en commun. Donc il y a une partie calibration qui se fait à terre sur le bateau, comme vous voyez ici, on a fait des mesures ensuite des capteurs, puis il va y avoir une deuxième partie qui est faite sur l'eau.
Dernier point dans la mesure, comme je vous ai dit, là, l'importance d'aller chercher la vitesse du son dans l'eau, tout simplement parce que comme on doit obtenir des distances, des profondeurs, on doit convertir notre temps de trajet. Mesurer la vitesse est important aussi parce que cette vitesse-là, elle varie dans la colonne d'eau, dans le milieu, en fonction de la température, de la salinité, de la pression. Donc on est obligé d'aller chercher les profils de variation au fur et à mesure justement du changement un petit peu des conditions de mer, de la présence ou de l'absence de soleil, de pluie, etc. tout le long des levées. Donc ça c'est quasi le point le plus important, là ça a l'air de rien, mais sans vitesse on n'est pas capable de transformer nos données du sonar en de la donnée exploitable. Puis comme la photo du milieu vous montre, là, on a modernisé certains aspects des levées, mais certains autres aspects sont encore faits par des volontaires qui descendent le petit capteur au travers de la colonne d'eau. Donc on se modernise, mais tranquillement. Dernier point que vous avez vu aussi dans la petite reconstitution, on a besoin de connaître la marée, on a besoin de convertir ces levées de profondeur à un système de référence. En cartographie, pour la navigation, souvent on se réfère à ce qu'on appelle le zéro hydrographique, le niveau des plus basses marées. Donc on va disposer pour ça de marégraphes qui vont être disposés sur des stations au bord de l'eau. L'avantage maintenant, c'est que la plupart de ces stations sont connectées et donc on est capable de récupérer l'information directement à partir du web, là, comme le site ici de Environnement Canada nous le propose. Donc on part de la carte, on choisit la station qui est la plus proche de notre zone de levée, puis on va être capable de récupérer les mesures de niveau d'eau. On peut le faire à la période des levées, on peut avoir aussi des données archivées qu'on est capable de récupérer. Donc, à ce stade-ci, on connaît tout ou presque des levées hydrographiques, donc je vais passer la parole à William qui va vous parler de nos levées de cet été. Pardon, merci beaucoup Sylvie. Donc, une fois qu'on a assemblé les bateaux, on a mis les capteurs ensemble, ils ont communiqué, on a pu aller sur l'eau, sur l'estuaire du fleuve. Donc, je vais vous présenter quelques zones qu'on a levées avec d'autres collègues au département cet été. On a levé surtout les zones au large de la ville de Québec, entre Québec, l'île d'Orléans et Lévis. C'est pas mal ça la zone d'étude qui nous intéresse pour l'estuaire. C'est une zone très importante. C'est un chenal d'entrée de marchandises en Amérique du Nord. Puis aussi une zone très peu connue, comme disait Sylvie au départ, pour d'autres risques liés à l'inondation, l'érosion côtière, et ainsi de suite. Donc je vais vous présenter trois zones clés de nos levées. Une première, c'est au port de Québec, les deux parties, les vieux ports et le quai de la Reine. Ensuite, je vais vous présenter une épave qu'on a trouvée lorsqu'on a fait la première campagne d'acquisition en 2019 et les champs de dunes qui intéressent particulièrement par les régimes morpho-sédimentaires du fleuve au large de la ville de Québec. Donc la première zone, c'est les vieux ports de Québec. Donc si on voit dans l'image, on est plutôt dans cette zone ici, dans l'estuaire de la rivière Saint-Charles. Donc on a fait enlever avec la plateforme Louis Edmond Hamelin qui a été présentée auparavant par Sylvie. Ça c'est un peu la surface, l'allure de la surface du fond avec les fonds des cartes qu'on a levées cet été. Puis le levé nous intéresse pour plusieurs raisons. Une première, c'était pour étudier les murs d'accostage, donc les quais d'accostage de bateaux. Comme vous pouvez voir, on a effectué les levées ici du mur d'accostage. Pourquoi? Pour observer la partie de déposition, érosion des sédiments. Ça peut être un problème pour l'accostage de bateaux, il peut y avoir des collisions ou encore diminuer la profondeur du bateau qui peut y arriver, ou pour voir l'état du mur du quai du port de Québec. Vous pouvez voir aussi qu'on a une petite portion manquante dans les murs d'accostage, dans les petits quais. Puis ça, c'est parce qu'on avait deux bateaux qui étaient accostés au moment de lever, puis un troisième qui arrivait. Donc on faisait le lever et il y avait un troisième bateau qui arrivait. Donc on a dû vraiment se dépêcher parce que sinon les autorités portuaires allaient être assez frustrées contre nous. Sinon, on a un autre objectif dans les levées du port du Québec, c'est effectivement l'estuaire de la Saint-Charles. Donc on voulait lever la partie de l'estuaire, tout après les barrages de la rivière Saint-Charles, pour avoir la transition entre la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent, afin de pouvoir mieux intégrer les données de la rivière et du fleuve qu'on fait de différentes acquisitions. Sinon, on a fait les mêmes exercices pour le port de Québec, mais cette fois-ci au quai de la Reine. Le quai de la Reine, c'est l'extension du port un petit peu plus loin. Donc, on a la garde côtière, les traversiers de Lévis,
où les bateaux à croisière vont s'accoster, les navires. Donc on a fait le levé de toute cette zone ici, comme vous pouvez bien observer dans la surface qu'on a générée, sauf encore un petit trou, donc cette partie ici. On n'a pas pu faire le levé parce qu'il y avait des plongeurs qui faisaient la vérification du mur. Donc si on passait, on avait des risques de collision avec des plongeurs cette fois-ci. Donc on n'a pas fait le levé. Puis ça nous a permis d'effectivement voir le processus de déposition de sédiments et d'érosion dans cette partie du port de Québec. Sinon, la deuxième partie intéressante, on a trouvé un peu par hasard. C'était déjà une épave qui était répertoriée par le Service hydrographique du Canada, mais nous, on l'a retrouvée en 2019. Puis, c'est une partie très intéressante pour la partie de levée hydrographique, parce qu'on peut faire la deuxième partie de la calibration du bateau, comme disait Sylvie tout à l'heure, pour la calibration des angles de démontage du bateau. Donc, Sylvie, elle vous a présenté la distance entre les différents capteurs, mais nous, on s'intéresse aussi au non-alignement de ces différents capteurs, aux angles de démontage. Donc, dans la littérature, c'est bien établi comment les calculer, c'est au travers d'un patch test. Puis, on vise, en fait, mieux calibrer les non-alignements des capteurs pour augmenter la précision ou réduire l'incertitude des données qui sont acquises à la fin. Donc, les bateaux qu'on a trouvé l'épave, c'est le Lady Grey. Le Lady Grey, c'est un brise-glace canadien qui a été construit en 1906-1907. Il y a une histoire assez triste. Le 1er février 1955, la nuit, vers 8h, 9h le soir, il est allé aider le traversier Cité de Lévis, c'était le traversier Québec-Lévis, qui était coincé dans un banc de glace. Il était à dérive vers l'île d'Orléans. Donc, certainement, il allait couler, il allait collider avec un banc de sable ou d'autres structures. Le Lady Grey s'est lancé à le sauver à moins 36 avec beaucoup de brume. C'était un brise-glace, donc il était conçu pour ce type de mission. Puis, en arrivant dans le site, les traversiers s'étaient déjà décoincés du banc de glace, mais le Lady Grey était poigné dans le banc de glace, puis il a coulé. Donc, c'est une histoire assez malheureuse. Personne ne s'est blessé, personne n'est mort, mais ça nous arrange qu'on ait une épave au fond du fleuve. Donc, c'est malheureux qu'on ait un bateau qui a coulé, mais pour nous, on est très content d'avoir un objet connu dans le fond du fleuve pour faire la calibration de nos systèmes. Donc, on connaît les dimensions, on sait qu'il y a une épave, puis on peut effectivement calculer les non-alignements de nos capteurs. Donc, pour que vous ayez une idée, on a trouvé, c'est la représentation tridimensionnelle de Lady Grey. Par la suite, j'ai effectué différentes mesures pour vérifier que c'était effectivement le Lady Grey, puis la précision de nos levées nous a permis de constater qu'effectivement c'était ce bateau, et les mesures sont très comparables aux mesures qui ont été fournies par les fabricants à l'époque de la construction. Donc, vous pouvez voir, c'est quand même un objet assez imposant qu'il y a dans le fleuve, ça nous arrange vraiment pour la suite de levée. Sinon, la troisième partie qui m'intéresse particulièrement dans ma recherche, c'est la partie de champs de dunes, donc des structures sédimentaires qui sont en face de la ville de Québec, donc vraiment au large de la ville, juste devant, encore une fois, de quai de la Reine, de la gare côtière. Donc cet été, on avait déjà fait une campagne d'acquisition en 2019, mais on n'avait pas une série temporelle avec des journées consécutives qui nous permettaient d'évaluer les champs de dunes, la dynamique morpho-sédimentaire du fleuve. Et cet été, on a eu l'opportunité de faire cette acquisition. Donc, on a une série temporelle de cette surface qui a été levée avec 4 journées consécutives. Ça nous permet de voir la dynamique du fleuve ou de la surface du fond du fleuve. Donc, ça, c'est la surface générée à partir des données qu'on a levées. Vous pouvez constater qu'on a différentes dunes. Peut-être que la résolution ne permet pas de voir, mais dans la partie plus au sud, on a des petites dunes, donc des dunes d'environ 10 à 15 mètres de large. Et plus on avance vers la ville de Québec, on a des dunes un petit peu plus imposantes, lors d'une cinquantaine, une soixantaine de mètres, avec 2-3 mètres d'auteur. Ce sont des structures vraiment actives et dangereuses pour la navigation. Donc, on a pu constater que dans la partie sud du champ des dunes, donc un petit peu à la fin du quai de la Reine, on a des petites structures, comme vous pouvez voir par les profils que j'ai tracés dans cette partie sud. Donc ici, ce sont des dunes qui ont été identifiées. Et on constate une migration. Donc les dunes se déplacent vers la partie nord-est du fleuve, vers les golfes du Saint-Laurent, à environ 1 mètre par jour. Donc c'est assez dangereux. C'est ça l'enjeu pour la navigation, parce qu'on fait le levé aujourd'hui, mais demain les dunes ne sont plus où on a constaté sa position aujourd'hui.
Donc c'est pour ça l'importance de connaître cette dynamique hydrosédimentaire, savoir où les structures vont être peut-être dans une semaine, dans un mois, si elles vont y être. Et ce qu'on a constaté, je n'ai pas d'image dans la partie nord, mais on a pu voir que dans la partie nord, plus on se déplace vers la marina de Québec, où les dunes deviennent plus imposantes, on n'a pas cette dynamique de migration des dunes. On a plutôt une dynamique d'érosion, déposition de sédiments. C'est-à-dire, dans la partie sud, en rouge, les dunes plus petites, elles vont migrer vers le golfe du Saint-Laurent, tandis que les dunes à 500 mètres, d'une taille plus imposante, elles ne vont pas migrer. Elles vont être érodées, les sédiments vont se mettre en suspension dans l'eau, puis va se déposer dans la dune suivante. Donc c'est une dynamique sédimentaire assez particulière, surtout parce que juste avant notre champ de dune, on a un fond plat de fleuve, donc on n'a aucune structure sédimentaire, et juste après la marina de Québec, on a encore les fonds plats de fleuve. Donc on a vraiment un régime sédimentaire particulier à cette zone qui mérite un peu plus d'attention, surtout pour comprendre les déplacements des sédiments et aussi l'intégration de ces structures dans différents modèles, comme par exemple des modèles d'inondation, qui prévoient des inondations, comme Sylvie a parlé au début du projet avec le projet Osiris. Donc c'était ça pour la présentation des données. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on a effectivement le temps pour des questions. Alors manifestez-vous s'il y en a. À moins que tout fût limpide, oui. 2 questions. On va aller vers madame et ensuite vers monsieur. Bonjour. Concernant l'épave de Lady Grey, on sait que les épaves sont considérées comme des sites archéologiques. Avez-vous eu à faire des communications avec le ministère ou non? Au niveau des relais? Non, on n'a pas fait de suivi avec le ministère, mais c'était une épave qui était déjà répertoriée par les services géographiques. Elle a été découverte en 2010. Donc, on a juste trouvé par nous-mêmes, c'est-à-dire on avait fait le levé, puis on ne s'attendait pas à avoir une épave dans cette position-là, mais elle était déjà répertoriée. Merci. Question de curiosité personnelle. L'instrument qui a été utilisé pour mesurer la vitesse du son, je me souviens malheureusement plus de comment ça pourrait s'appeler. C'est un profil de vitesse du son dans l'eau. Puis tu as deux variantes. Tu en as un qui mesure directement la vitesse. C'est un profileur, celui qui s'appelle le profileur. Et les autres, c'est des sondes CTD qui mesurent la conductivité, donc salinité, température, pression. Là, puis de ça, on va déduire après la vitesse. C'est comme 2 catégories de capteurs qui sont à disposition, qui sont usuellement exploités pour ça. Merci. Oui. Bonjour William, bonjour Sylvie. Ça prend combien de temps faire cette... Ben, c'est quand même une petite couverture que vous avez fait. Le lever prend combien de temps? Oui, c'est une bonne question. Pour la partie du port de Québec, la surface que je vous ai montrée, ça a pris environ 4-5 heures pour faire le lever. Puis les champs de dunes, ça prenait 1h30, 2 heures. OK. Et est-ce que vous avez la calibration, validation des données à bord ou vous faites le post-traitement et s'il y a des manques, vous constatez des erreurs, il faut y retourner? Oui. En fait, dans le cadre de CDV, on faisait des validations un peu au fur et à mesure, mais on a eu des problèmes de calibration par la suite. Donc, on a dû mettre de l'effort pour rendre les données vraiment exploitables avec une précision acceptable à la fin. Il y a une partie de post-traitement assez importante à la fin. Les données, au total, dans la campagne d'acquisition large de Québec, ça a pris 5 jours, 6 jours même. Et les post-traitements, ça a pris plus d'un mois. À temps consacré pour avoir toutes les surfaces exploitables à une précision acceptable. Je vais ajouter un petit point. Là, la difficulté, là, en général, avec le sous-marin, c'est qu'on a peu de données de différence. Donc, si on constate des erreurs, là, il faut commencer à investiguer d'où ça peut venir, quelle peut être la cause. Les causes peuvent être multiples ou les sources multiples. Donc ça demande beaucoup de travail, de validation, contre-validation, puis de faire différents scénarios, jusqu'à aboutir à une surface où on a suffisamment confiance du résultat.
Mais c'est pas comme en terrestre où tu vas aller chercher des points de contrôle, que tu vas les mesurer, ou tu vas chercher de la donnée connexe sur la même zone à une résolution meilleure. Ça amène son lot de difficultés à cause de ça. Puis, une petite question de curiosité. Vous n'êtes pas remonté sous le pont de Québec pour détecter la structure du pont effondré qui est toujours présente, là, puis qu'on voit sur les données de la communauté métropolitaine de Québec? Non, parce que c'était vraiment, on voulait faire des acquisitions larges de Québec, puis aussi, sous le pont de Québec, on a beaucoup de courant. Donc, on a une fenêtre assez restreinte pour se rendre et faire le lever. Donc, puis aussi, la circulation a beaucoup achalandé en bas du pont. Donc, ce n'était pas vraiment dans nos objectifs. Merci. Oui, bonjour, merci. Deux questions. Une qui peut-être tout à fait niaiseuse. Tu n'es pas obligé de le répéter. Ils vont s'en rendre compte tout seul. Puisque l'on met le radar sur le côté du bateau, il est terriblement sensible à tous les mouvements du bateau lui-même et même de la vague. Est-ce que ça aurait été plus simple, évidemment moins intéressant technologiquement, que le radar soit lui-même sous la coque, auprès du centre de gravité du navire? Absolument. En fait, les vaisseaux plus les bateaux hydrographiques, là, quand ils font vraiment des campagnes de levée sur plusieurs mois, eux, ils ont des embarcations où le sondeur, effectivement, est au niveau de la quille, il est monté. Mais c'est des systèmes qui sont beaucoup plus coûteux à installer. Puis, donc, dans le cas présent, là, sur l'usage du Loup-Edmond, pour nous, c'est Réformar qui nous a mis l'embarcation à notre disposition. Et donc, on est allé chercher un système pour faire les acquisitions dont on a besoin. Donc, c'est sûr que c'est un peu plus sensible avec le système sur le côté du bateau. Par contre, ça offre la flexibilité un petit peu de desservir plusieurs utilisateurs qui pourraient aussi avoir plusieurs types de sondeurs à utiliser. Donc, mais effectivement, l'idéal serait d'avoir un sondeur fixe sur la coque du navire qui serait à la meilleure position effectivement par rapport au mouvement. D'accord. Deuxième question, c'est en prévision du tunnel. Il m'intéresse ce qui se passe avec le sable même de ces dunes. Il y a des dunes dites petites qui progressent vers le nord, donc vers le coude du fleuve. Et là, les autres grandes dunes où le sable serait relevé, est-ce que ça veut dire qu'il revient avec la marée? Ou comment s'alimentent les dunes qui progressent vers l'aval? Oui. C'est ça que je ne comprends pas, le système des dunes elles-mêmes. C'est correct. En fait, c'est parce que les Saint-Laurent a un bassin énorme, puis tous les sédiments en fait, viennent de toutes les autres rivières qui se déchargent dans les Saint-Laurent, depuis les Grands Lacs. Donc, c'est le deuxième bassin versant. Oui, le deuxième bassin versant plus grand en Amérique du Nord après le Mississippi. Donc, tous les sédiments en amont du fleuve vont se retrouver à Québec, dans les golfs, dans l'estuaire, dans les golfs. Donc, c'est pour ça que c'est très dynamique comme localisation géographique, puis c'est très étroit aussi comme estuaire. C'est assez particulier au monde. Puis pour les dunes grandes, elles ne vont pas remonter. Il va y avoir une érosion, les sédiments se mettent en suspension, puis ils se déposent dans la dune suivante. Donc ça fait que la dune, elle ne migre pas, comme les autres petites dunes qui vont être tractées dans la surface du fond. Ils vont plutôt être mis en suspension, puis ils vont se redéposer dans la dune suivante. Donc la dune, elle ne se déplace pas, mais c'est plutôt les sédiments qui vont se déplacer. Oui, bonjour. Pourquoi le profileur n'est-il pas en permanence dans l'eau? Et est-ce que quand il est dans l'eau, est-ce que vous devez faire des prélèvements à différentes profondeurs plutôt? Oui, c'est ça. Déjà, quand le profileur descend, au fur et à mesure de sa descente, il y a des mesures qui se font. Donc, à chaque profondeur dans la colonne d'eau, il y a une mesure de vitesse. Donc, c'est pour ça qu'on a un profileur. Donc, toute la colonne d'eau est décrite en termes de vitesse, parce qu'avec un multifaisceau, justement, le faisceau se propage dans toute la colonne d'eau. Puis quand la vitesse varie, le milieu varie, puis l'onde acoustique, elle subit une réfraction. Donc si on veut recréer un petit peu toute la propagation de l'onde acoustique, il faut vraiment qu'on ait tout le profil détaillé, puis toutes les zones où la vitesse a changé qui induit une réfraction.
Donc sur le profil lui-même, c'est sûr que c'est à toutes les positions dans la colonne d'eau, depuis la surface jusqu'au fond. Pourquoi on ne le garde pas? C'est essentiellement pour éviter de l'accrocher. Et il y a certains systèmes qui ont été utilisés, je pense par le service hydrographique, où ils avaient des barres de mesure permanentes, puis semble-t-il qu'ils en ont accroché suffisamment pour qu'ils n'utilisent plus le système. Donc on ne sait jamais ce qu'il y a dans le fond, c'est ça le problème, là, on avance, ça va bien, là, mais à un moment ça accroche. Donc c'est une des raisons. L'autre, c'est que tant que le milieu ne change pas, on n'a pas réellement de raison d'aller mesurer à nouveau le profil. Donc très souvent, on va le faire quand on considère que les conditions soit de pression, de salinité ou de température ont changé. Donc par exemple, on est parti tôt le matin, il arrive midi, le soleil est sorti, ben, probablement que la surface de l'eau, la température, elle s'est réchauffée depuis le matin. Donc il y a des périodes clés comme ça, au cours de laquelle, au cours du lever, on va s'arrêter, descendre le capteur dans l'eau et le remonter, puis aller chercher justement un profil plus représentatif de la réalité de la vitesse du son dans l'eau. Mais c'est une étape qui est coûteuse aussi dans la longueur du lever, parce qu'on doit s'arrêter, puis ça prend une bonne dizaine de minutes à faire. Est-ce qu'un profileur fonctionne un peu comme un monofaisceau, dans le sens qu'il y a une seule mesure qui est faite? Et qu'il faudrait idéalement avoir des profileurs multifaisceaux, ça n'existe pas, là, mais pour éviter une marge d'erreur, non? Non, parce que le système, le profileur, lui, il va avoir un système vraiment local où il a un petit capteur de pression. Donc le capteur de pression lui dit à quelle profondeur on est. Puis il a un petit système là qui est comme un petit bocal, et admettons là, qui est de hauteur définie. Il y a une plaque métallique dans le fond. Puis on mesure le trajet aller-retour à l'endroit où se trouve le capteur dans la colonne d'eau pour dire ok, ça lui a pris tant de temps. Je sais qu'il a parcouru telle distance. Je connais sa vitesse. Et donc on fait ça pour toute la colonne. Pourquoi on ne le fait pas comme un multifaisceau? C'est parce que ensuite, parce que la colonne d'eau, elle va être à peu près pareil, le profil va être pareil, même si on se déplace un petit peu à gauche ou un petit peu à droite. Mais c'est vraiment au moment de recréer la trajectoire du faisceau, on va prendre en compte l'angle selon lequel le faisceau revient. Puis c'est en prenant en compte l'angle selon lequel le faisceau revient que là on va intégrer les effets de réfraction, etc. Mais à cet endroit-là, le profil de vitesse est le même que pour le faisceau d'à côté ou le faisceau d'à côté. Donc c'est vraiment la remodélisation de la trajectoire du faisceau acoustique qui, elle, prend vraiment en compte le fait qu'on travaille avec un multifaisceau. Juste pour complémenter, ça nous est arrivé de plonger la sonde, puis l'accrocher dans l'épave. Ça a pris assez de manœuvres pour réussir à la sortir de l'épave, puis la ramener en haut. Quand même quelques milliers de dollars qui étaient pointus. Donc, c'est plutôt pour ça qu'on la laisse pas. Donc, voilà. William, Nicasol, Sylvie, Daniel, merci beaucoup pour cette conférence. Et avant que je vous donne le micro de la scène, comme pour les conférenciers précédents, donc on vous offre au nom du comité organisateur le livre Le Québec d'une carte à l'autre et une carte de Samuel de Champlain.